Madame, Monsieur Azoul Fellaoun, bonsoir. Au nom de toutes les équipes de Médien TV, de moi-même, nous vous souhaitons à Sgassam Barki, à vous toutes et tous, une très belle nouvelle année à Mazir. Mais que sait-on réellement de cette tradition, de ce calendrier solaire aligné à la tradition ancestrale du travail de la terre? Nous allons, en compagnie de nos experts, ce soir plonger dans l'histoire avec un grand H pour découvrir ou redécouvrir la Mazir, cette composante indissociable à notre identité marocaine. Je cite: État musulman souverain attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, Amazir et Saharo. Voici, c'était l'extrait du préambule de la Constitution marocaine de 2011. Du coup, la décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'instaurer le Nouvel An à Mazir comme jour férié national officiel payé est la suite logique du pluralisme assumé et placide du Maroc sous la conduite de son souverain. À l'instar du premier Muharram de l'année de l'Hégire, le royaume vient consacrer la Mazir en tant que composante essentielle de cette identité marocaine. Cet épisode, nous le consacrons donc à cette composante, à son histoire, à cet héritage, mais aussi aux aspects de promotion de la langue amazigh pour que la mémoire fasse office de tremplin à la diversité culturelle marocaine. Au-delà de nos frontières, il faut savoir que la population amazigh pourrait compter plus de 30 millions de personnes en Afrique du Nord, donc au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie. Il existe également une importante population au sud de la Libye et même des Amazirs en Égypte. Pour le débat de ce soir, nous avons donc deux experts avec nous. Tout d'abord, l'écrivain, philosophe et militant associatif Ahmed Ased. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau de Questions d'Actu. Azoul Fellaoun, mais commençons d'abord par dire Asugwa Samaïno, Iroudan, Imarra, Imgharbin. Merci beaucoup à vous également. Également avec nous l'écrivain, architecte, urbaniste Rachid Boufous. Bonsoir, c'est Rachid Boufous. Bonsoir et bonne année. Merci à vous également. Donc, bonne parution de votre nouvel ouvrage après les Chroniques du Détroit. Vous vous intéressez aux petites et grandes histoires du Maroc. Tout à fait. Nouvel ouvrage, fraîchement publié. Tout à fait. Nous allons commencer avec l'histoire, justement. Avec un grand H. La grande histoire du Maroc Tout à fait. À laquelle vous vous intéressez tout particulièrement. Tout d'abord, l'histoire de Yenaïr. Alors, Yen, c'est un. Et on a Mazir, bien sûr. Et ça a une connotation aussi qui ressemble beaucoup au premier mois de l'année du calendrier grégorien, Yenaïr, janvier. Tout à fait. Est-ce une coïncidence? Non, pas du tout. C'est des remontrances. Enfin, c'est des faits historiques qui remontent à la plus haute antiquité parce que c'est un calendrier agraire, comme vous l'avez dit. Yen Ayour, c'est-à-dire le premier du mois. Ce sont des habitudes qu'ont prises les populations un peu partout dans le pourtour méditerranéen de fêter ce début de l'année. C'est aussi le début des semailles, du travail de la terre. Et que notre civilisation marocaine, amazigh, elle est à l'image de toutes les autres civilisations du pourtour méditerranéen. Vous l'avez très bien cité, le fait amazigh couvre à peu près toute l'Afrique du Nord, hein, même jusqu'en Égypte. Mais ce sont des traditions aussi qui remontent donc à la plus haute antiquité et qui ont touché plusieurs civilisations. Donc quand vous dites la plus haute antiquité, oui. On parle des Romains ici. Pas simplement. Vous avez les Grecs, vous avez les Assyriens, vous avez la Mésopotamie, vous avez l'Égypte ancienne. Donc, ce sont des civilisations qui ont démarré à 3500 ans avant Jésus-Christ. On les a vus, hein, dans le cercle, enfin l'arc fertile qui va de la Mésopotamie jusqu'en Égypte et jusqu'en Méditerranée. Donc, ce sont des civilisations qui sont d'abord attachées à la terre. Et ce sont des civilisations qui ont inscrit leurs coutumes et leurs habitudes dans ce qui est devenu après les calendriers, ce qu'ils ont donné, les calendriers grégoriens, etc., juliens, tout cela. Et justement, on assimile aussi ce calendrier amazigh au calendrier julien, en référence à Jules César. Ahmed Ased, justement, nous parlons ici
d'une date qui remonte à 950 ans avant Jésus-Christ, c'est l'intronisation d'un pharaon. Est-ce que c'est de cela d'où remonte finalement ce calendrier amazigh? Non, le calendrier amazigh, c'est le calendrier agraire connu en Afrique du Nord depuis des millénaires. Les Amazirs des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa, et puis le Grand Sahara, en Mali, en Niger également, ils fêtent chaque année leur attachement à la terre. C'est pourquoi les Maziran considèrent que leur identité, ils tient de la terre. Hein. C'est la géographie, avant tout, qui détermine l'identité. On peut changer de religion, on peut changer de langue, on peut changer de culture d'une génération à l'autre, mais on est, par exemple, marocain parce qu'on est attaché à ce territoire qui nous donne la vie, qui nous a engendrés, mais on va également revenir à cette terre. Et dans la mythologie amazigh ancienne, les Maziran considèrent la terre comme une femme qui est enceinte et qui accouche et qui reçoit finalement dans ses bras ses enfants. Donc, c'est d'abord un calendrier agraire, mais pour que les Maziran puissent compter, la première année, deuxième, jusqu'à 2974, il a fallu commencer par un événement. Et c'est toujours conventionnel dans tous les calendriers. Par exemple, le calendrier de l'Hégire, les gouverneurs de Omar ibn Khattab lui ont dit « Vous nous envoyez des messages et des lettres sans titre et sans date. Oui. Donc, il faut que ce soit daté. » Alors, il a réuni ses compagnons, ses amis, pour en discuter. Ils se sont mis d'accord, après la discussion, qu'ils vont commencer à compter à partir de l'Hijra, hein, avec un petit décalage de 2 mois quand même. Et voilà, donc c'est conventionnel. On choisit toujours un événement de l'histoire pour compter. Et on a choisi 950 avant Jésus-Christ, qui symbolise une époque de la force, c'est-à-dire Shishang, c'était un roi qui est fort. Un roi berbère. Un roi berbère de Libye, bien sûr, oui. mais qui est devenu pharaon, trôné en Égypte. Oui. Et son époque était une époque d'or. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup d'or, et il a élargi son royaume jusqu'en Palestine. Donc voilà, on a commencé de 950 avant Jésus, et on a commencé à compter. Mais la célébration de l'attachement à la terre était bien avant, hein, pendant des millénaires. Plusieurs millénaires. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en tout cas, moi, ça m'a interpellée quand j'ai dit berbère. Est-ce que les Maziran et les berbères se valent? Oui. Cela vous fait sourire, parce qu'il y a eu ce débat. Berbère, c'est un peu la colonisation. C'est la nomination étrangère. Les étrangers nous ont appelés berbères, barbaros, ou bien barbares, comme les Arabes, les Omeyyades également. Mais nous, on s'appelle Imaziran. Et c'est un mot qui a été cité par Ibn Khaldoun, qui a été cité également par Léon, l'Africain, sa description de l'Afrique, Wasf Ifriqiya. En parlant de la langue amazigh, il a dit ils appellent leur langue Awel Amazigh. Et bien entendu, au Maroc, jusqu'à nos jours, il y a des habitants qui s'appellent Imaziran. On appelle les Rifins parce que c'est la région. On appelle Souessa les Soussis parce que c'est la région. Mais ce sont Imaziran. Ils sont tous Imaziran, voilà. que ce soit Imaziran, des Rifins c'est les hommes ou libres. Des Soussis. Et c'est les hommes libres, les hommes qui combattent toutes sortes de tutelles étrangères et qui considèrent que leur philosophie dans l'histoire, c'est d'être libre. Et c'est d'être attaché à la terre, justement. À la terre, absolument. Justement, en parlant, comme ça, on avance aussi dans l'histoire, le rôle qu'ont joué ces communautés Imaziran dans la lutte pour l'indépendance. On vient de fêter, pas plus tard que la semaine dernière, l'anniversaire, le 80e anniversaire du manifeste de l'indépendance. Le rôle de Rachid Boufous, puisque vous parlez de petite et grande histoire du Maroc, le rôle de ces communautés pour arracher l'indépendance aux colonisateurs. Pas simplement dans l'histoire contemporaine, avec le protectorat, où les Amazirs ont pris les armes justement pour lutter contre le colonialisme, aux côtés de leurs concitoyens d'origine arabe,
Et ça, c'est le rattachement à la terre. Il faut savoir aussi que le colonialisme, quand il arrive au Maroc en 1912, la première grande bataille où il va vraiment avoir beaucoup d'officiers, de militaires français qui vont mourir, ça va être Al-Herri en novembre 1914, en face aux tribus zayennes, zayennes. Mais bien avant, les Amazirs au Maroc, comme en Afrique du Nord, ont toujours été le corps combattant de toutes les armées, de toutes les dynasties, donc en Afrique du Nord. Et d'ailleurs, et bien avant l'arrivée même de l'islam, hein, c'est-à-dire avant 640, il y avait on se rappelle des guerres puniques, hein, de Hannibal, etc., contre Rome, et ça remonte donc à beaucoup plus loin. Et quand l'islam arrive, effectivement, bon, ça va pas très bien se passer au début, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes quand il y a de nouvelles conquêtes, de nouvelles populations qui viennent conquérir un territoire. Il y a toujours des mésententes. Il y a même eu des révoltes. Hein, il y a eu 3 grandes révoltes berbères contre, justement, pas contre l'islam, mais contre les agissements de militaires, c'est-à-dire de généraux musulmans, Uqba ibn Nafi, Moussa ibn Nusayr, etc., et un certain nombre d'autres chefs arabes. Mais il faut encore rappeler que ce sont les Amazirs, avec Tarif et avec Tariq bin Ziyad, qui vont conquérir l'Espagne avec l'aide d'un autre Amazir, un prince de Ceuta qui s'appelle le prince Julien, mais qui était en Roumanie, qui est né à Omara, c'est-à-dire la tribu de la région de Tanger. Donc c'est un berbère contre Visigoth qui va donner les moyens, c'est-à-dire les bateaux, qui va les prêter aux Arabes et aux Amazirs pour aller donc en Espagne, où ils vont rester quand même 7 siècles. Et il faut savoir que, contrairement à ce qu'écrivent beaucoup d'écrivains, c'est que au début, c'est que toujours la force amazighe a toujours été importante dans toute cette société. C'est-à-dire, au-dessus, il y avait peut-être quelques princes omeyyades, mais tout le reste, il y avait justement ces berbères qui posaient aussi problème parce qu'ils étaient toujours revendiqués des droits dès le départ. C'est-à-dire que les Amazirs, à l'arrivée de l'islam, ils ont toujours pris les musulmans à leur propre discours, c'est-à-dire quand on devient musulman, on est pareil, on est égaux, et sauf que les Arabes, quand ils sont arrivés avec Naz'a al-Qabaliya, Dielhom, etc., ce sont des sociétés de caste, donc ils ont imposé des impôts à des musulmans amazirs, et ceux-ci ont été contre cela parce qu'ils leur disaient, nous on accepte votre religion, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui nous imposer des impôts alors qu'on devrait être ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi dans le califat omeyyade, etc., toutes les dynasties omeyyades en Espagne, c'est-à-dire que ces Arabes vont avoir aussi peur des revendications, des problèmes avec les Berbères, donc ils vont aller chercher des Slaves, Saqaliba, un peu partout, dans la mer Noire et en Russie, etc., qui vont devenir des esclaves et qui vont être en quelque sorte le tampon entre la haute hiérarchie omeyyade, arabe, et la grande masse berbère. Donc ça va causer beaucoup de problèmes. Ça va finir par une guerre civile. Le califat omeyyade en Andalousie va s'arrêter en 1032. Et à partir de cette date-là, ce sont les Amazirs qui contrôlent l'Andalousie. Premièrement à travers les rois de Taïfa. Sur 25 royaumes de Taïfa, 24 étaient Amazirs. D'accord ? Et après, il va y avoir le règne des Marocains à partir des dynasties almoravides, almohades et mérinides, en Andalousie jusqu'en 1492. Donc ça veut dire que c'est le Maroc, sur 4 siècles et demi, qui fait la civilisation andalouse. Ce sont les Amazirs, en majorité, qui font cette civilisation. Donc il faut savoir que non seulement les Amazirs contribuent à bâtir cette grande civilisation marocaine en Andalousie, donc on l'appelle souvent la civilisation arabo-musulmane, non, arabo-musulmane, mais aussi amazir. Donc parce que c'est le fait aussi arabo-amaziro-musulmane. Voilà, donc c'est aussi le fait de ces surtout grandes que le premier, vous l'avez cité à juste titre, c'était Tariq ibn Ziyad. C'est ça. Mais après, à travers les siècles, les Amazirs ont toujours été donc les forces combattantes de toutes les dynasties. D'accord ? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on trouve encore dans les forces armées royales une forte proportion d'Amazirs, de généraux, de colonels, de fantassins, etc. Donc ça veut dire que, à travers les âges, les Amazirs ont toujours été là, non seulement pour bâtir la civilisation, mais aussi pour la défendre.
Voilà. Pour défendre, alors justement, vous avez parlé de Tariq Ibn Ziyad, si on devait, bon, peut-être pas tous les citer, ou toutes les citer aussi, parce qu'il ne s'agit pas que d'éléments masculins qui auront marqué l'histoire des Imazighes. On parle du cas Maroc, on ne parle pas de toute l'Afrique du Nord. Ahmed Assed, selon vous, qui sont ces personnalités phares qui auront marqué cette histoire marocaine et donc d'origine amazigh? Il y a d'abord les rois amazirs du Maroc et de l'Afrique du Nord. Ce n'étaient pas seulement des combattants, c'était aussi des gens qui savaient, c'est-à-dire prendre de l'autre ce qui est positif pour ajouter à son identité une nouvelle dimension. Voyons par exemple, les Amazirs, ils ont refusé les colons, ils ont refusé les envahisseurs, mais ils n'ont jamais été contre les langues, les cultures et les religions. Donc, ils acceptent les cultures, ils acceptent le brassage civilisationnel, mais ils rejettent la tutelle étrangère sur leur pays. Donc, on peut citer là les rois anciens comme Sifax, comme Juba I, Juba II, comme Ptolémée, par exemple, qui s'est sacrifié pour que son pays reste libre. Et puis les grands révolutionnaires aussi, comme Eudaimon, quand le roi Ptolémée a été assassiné par Rome, eh bien, il y a eu une grande révolte de la part d'Eudaimon, et sans oublier Takfarinas également, et le grand roi qui a essayé d'unifier aussi l'Afrique du Nord, Massinissa, Yugurten, qui a combattu les Romains pendant 30 ans. Donc, malheureusement, tous ces symboles de l'histoire ont été exclus de l'école depuis l'indépendance. C'est pourquoi les Marocains aujourd'hui connaissent bien l'Orient, connaissent bien c'est-à-dire le pôle occidental. On est resté entre deux pôles, mais on a tourné notre dos à notre africanité et on s'est orienté vers le Moyen-Orient. Et quand on pose des questions sur l'histoire du Maroc antique à des enfants ou même à des adultes marocains, ils ne répondent pas. Mais c'est post-colonial. Pardon ? Ça, c'est l'histoire post-coloniale, mais on voit qu'il y a comme un éveil des consciences vis-à-vis de cette histoire. Commencé, oui. Qui commence à peine, mais c'est grâce à une revendication forte qui a émané de la société. Et puis après l'officialisation de la langue, il a fallu donc revisiter notre histoire et enrichir un peu les manuels scolaires. Dernièrement, ils ont ajouté l'Homo sapiens de 315 000 ans, l'Homo sapiens de Hérode, oui. Mais il reste encore beaucoup de choses à ajouter. Aujourd'hui, le plus ancien collier de l'histoire de 150 000 ans, c'est marocain. Les moyens pour fabriquer des vêtements de cuir, 120 000 ans, c'est marocain. Les plus anciennes traces de la culture d'olive, c'est marocain à 100 000 ans. On croyait il y a quelques années que les traces les plus anciennes de la culture des olives, c'est en Palestine ou bien en Grèce. Oui. Alors aujourd'hui, c'est le Maroc qui est la capitale avec 100 000 ans. Donc, toutes ces choses-là, ils n'ont pas encore été intégrées. Alors, en parlant d'intégration justement dans les manuels scolaires, quand on voit toutes ces études qui sont faites, est-ce qu'elles émanent de Marocains? Est-ce qu'elles sont made in Maroc? Parce qu'il y a eu un héritage d'études, parce qu'il faut rappeler que les Français ont étudié cette histoire. Est-ce que depuis, puisqu'on parle d'éveil, avant qu'on parle des manuels scolaires, est-ce qu'il y a eu des publications marocaines? Oui, bien entendu. On a un institut à Rabat où il y a une grande équipe de chercheurs, des archéologues. Et d'ailleurs, la découverte de l'homme d'Hérode, c'était une équipe composée de Français et de Marocains. Oui. Malheureusement, quand on a voulu annoncer la grande nouvelle, pendant une conférence de presse, ils ont dit l'équipe française. Oui, voilà. Et le journal Le Monde a publié l'équipe française, alors qu'il y a Abdelouahd Bensar, il y a... et les anthropologues, alors et l'anthropologie les anthropologues et archéologues marocains. Non, on a de bonnes équipes. Et on a également, dernièrement, des ouvrages vraiment magnifiques et des articles scientifiques sur les nouvelles découvertes. Et ça a été fait par des Marocains, par des équipes de chercheurs marocains.
Alors, on rappelle quand même, puisqu'on parle de cette pluralité de l'identité marocaine, et ce préambule que j'ai cité dans mon introduction, Rachid Boufous. Aujourd'hui, il y a comme une confirmation de ce préambule, de cette parce que de toute façon le préambule fait partie intégrante de la Constitution, de l'importance de donner la place qu'elle mérite à cette identité amazigh, qui fait l'identité plurielle marocaine. Ah, tout à fait, c'est un long cheminement, c'est plusieurs années de lutte, que ce soit chez les intellectuels amazighs, que ce soit chez beaucoup de penseurs. Sa Majesté a donné corps dès les débuts des années 2000, justement, par l'instauration de la langue tifinagh. Donc c'est une grande avancée. Déjà, c'est une reconnaissance de cette culture amazigh à travers donc la langue berbère, amazigh, et le tifinagh. Et en juin 2023, Sa Majesté revient donc à la charge et donc il instaure le nouvel an amazigh, qui est pour nous aujourd'hui, moi je pense que c'est une fête nationale. C'est un moment où le débat est dépassionné, c'est-à-dire que l'État, à partir un moment durant les années 70, les années 80, même les années 90, beaucoup de militants de la cause amazigh ont été déférés devant la justice parce que, justement, ils revendiquaient cette part de reconnaissance par l'État de leur culture. Maintenant, l'État s'est approprié donc ce fait amazigh, c'est une très bonne chose. Encore une fois, dans quel but? C'est toujours de faire de ce que le Maroc a toujours été et cherché à être durant des siècles, c'est-à-dire une nation unie. Ce qui nous a séparés, et je dois le rappeler, moi je suis en train de lire un excellent ouvrage, c'est un chercheur marocain, encore une fois, c'est Ibn Hellal qui a écrit sur le collège d'Azro, et comment le colonialisme, justement, a cherché dès son arrivée, à travers un certain nombre d'écoles qu'on appelait les écoles de fortune, où il essayait justement de différencier entre les petits Marocains d'origine arabe et les petits Marocains d'origine amazigh, en leur donnant un enseignement spécifique aux uns et aux autres. Et d'ailleurs, il s'était même indiqué, même par le maréchal Lyautey, enfin quand il est devenu premier résident au Maroc, et il donnait des directives à ce que dans les écoles qui sont destinées aux Berbères, qu'on n'y enseigne pas l'arabe et qu'on n'y enseigne pas l'islam. Donc déjà, il y avait un travail de ségrégation, de séparation de la nation marocaine qui va atteindre son sommet avec le Daher berbère, donc en 1930, où il y a eu une tentative heureusement avortée de soustraire les Marocains d'origine berbère de la communauté nationale. Donc ce qui nous a surtout séparés, c'est toujours le fait extérieur. Ça n'a jamais été le fait intérieur, c'est-à-dire les Marocains ont toujours été une nation solidaire. On le voit d'ailleurs quand on relit l'histoire, par exemple, de Fès, c'est-à-dire au-delà de la bourgeoisie arabe, andalouse, etc., les principaux commerçants étaient des amazighs à l'intérieur de Fès. C'est-à-dire, on avait toujours une société qui était unie, solidaire, mais les tentatives de séparatisme ne sont toujours venues que de l'extérieur, avec, heureusement d'ailleurs que ces tentatives n'ont pas abouti, mais vous imaginez si on avait continué sur cette volée. Il y a eu malheureusement, après l'indépendance, il y a eu un travail d'écriture selon un seul canevas, selon un seul angle, par beaucoup de nationalistes, etc., qui avaient déjà commencé un travail sous le protectorat, qui l'ont continué en disant que le Maroc est une société arabe, musulmane, et ils ont occulté entièrement le fait berbère. Ce qui fait que dans les années 60, surtout les années 70 et 80, des intellectuels amazighs se sont dit, écoutez, on va juste relire l'histoire. Je voulais qu'on commence l'émission avec l'histoire. Écrite par Slaoui, écrite par Nasseri, écrite par Ibn Khaldoun, écrite par Al-Marrakouchi, par Ibn Idari, et même par d'autres historiens, par exemple, comme Reinhard Dozy en Allemagne, qui reconnaissaient le fait berbère, qui reconnaissaient le fait amazigh, que ça ne s'est pas passé comme on l'a entendu, que le fait amazigh a toujours existé, que ces gens ont toujours collaboré donc, et faisaient partie intégrante de cette grande nation marocaine, et que
il fallait arrêter. Moi, j'ai étudié à l'école publique marocaine dans des ouvrages d'histoire. Par exemple, je peux citer El Mofid fi Tarikh al-Maghrib, qui était le manuel d'histoire en 3e année du secondaire. On reconnaissait absolument pas aux Amazirs d'avoir une culture, d'avoir une poésie, c'est-à-dire, on les traitait comme des populations un peu farouches, qu'on aurait découvertes au Maroc, alors que c'était totalement faux. Et en plus de ça, cette culture est inscrite dans la pierre depuis des millénaires. Donc, comment peut-on occulter cette culture? Bien sûr, je reviendrai pas sur les conflits qui existaient dans le monde arabo-musulman dans les années 60, le panarabisme, qui a fait beaucoup de mal justement aux sociétés ancestrales comme le Maroc, et malheureusement, beaucoup d'intellectuels au Maroc ont pris justement cette voie du panarabisme en disant que nous sommes qu'une nation arabe et musulmane. Non, nous ne sommes pas qu'une nation arabe et musulmane, mais nous sommes aussi amazirs, nous sommes aussi hébraïques, nous avons des apports hassaniques, etc., que Sa Majesté, heureusement, a corrigé dans la Constitution de 2011 en l'inscrivant vraiment définitivement dans le texte fondateur, enfin qui régit donc le Maroc, à savoir la Constitution, que nous sommes une société plurielle, que nous sommes le fruit de cette diversité, de cet amalgame, même aujourd'hui, qui peut dire qu'il est vraiment arabe à 100% ou amazir à 100% au Maroc. Nous nous sommes tellement mélangés aujourd'hui que nous pouvons dire simplement que nous sommes marocains et rien d'autre. Voilà. Exact. Marocains et rien d'autre. Mais alors, c'est une symbolique quand même forte, d'officialiser, parce que on a souvent célébré ce premier jour de l'an amazir, mais ce n'était pas officiel, quand bien même que la langue a été officielle dans la constitution marocaine aux côtés de l'arabe, et maintenant on célèbre officiellement, c'est un jour férié, payé, c'est une décision qui vient consacrer, mais qui ouvre aussi, Ahmed Hassid, la porte à d'autres horizons pour cette culture amazigh. Absolument. Que vous, militants, défendez depuis quelques décennies, j'ai envie de dire. Absolument. À l'occasion du jour de l'amazigh, justement, il faut évoquer les grands chantiers de l'amazigh dans l'État. L'enseignement, les médias, la recherche scientifique, l'administration, les symboles de l'État, etc. Vous savez, à partir de 2001, le discours d'Ajdir, il y a un processus qui a commencé. C'est celui de l'institutionnalisation de l'amazigh. Et ça a été fait après avoir revu un peu le modèle de l'État. Parce qu'il y avait deux problèmes qui ont mené à la marginalisation de l'amazigh. Le premier problème, c'est qu'on avait calqué sur le modèle jacobin de l'État-nation, le modèle français, qui est basé sur l'uniformisation, l'homogénéisation. Dans la Constitution française, le français est la langue de France. Rien d'autre. Ils n'ont reconnu les langues régionales qu'en 2010, 2000. Voilà. Et le deuxième problème, c'est les idéologies qui passent à travers les frontières. C'est-à-dire le panarabisme des régimes militaires, Saddam, Kadhafi, Abdullah Saleh, Hizb al-Ba'ath de la Syrie, Nasser, surtout le nasserisme aussi, et l'islam politique, frères musulmans et wahhabites saoudiens. Donc, ces idéologies qui circulent un peu en Afrique du Nord, Moyen-Orient, ils nous ont fait oublier ce qu'on était des Marocains, des Africains, et que l'islam, même l'islam, il a un contexte marocain. C'est-à-dire les fuqaha marocains, ils ont fait une lecture de l'islam à travers ou à partir de leur culture. Et en parlant de ça, et de leur spécificité culturelle. Le Souss, n'est-il pas justement une pépinière d'érudits, et une pépinière de la liturgie depuis musulmane. Des siècles, absolument. Les écoles coraniques du Souss et les ulama, ils ont fait l'adaptation des textes religieux, que ce soit Coran ou Hadith, à la réalité humaine. Mais ils ont donné la priorité à l'être humain et pas au texte. C'est-à-dire il faut lire et relire le texte
à partir de la réalité socio-culturelle. Ce qui nous a donné ce qu'on appelle al-amal soci. C'est quoi al-amal soci? C'est tout le travail de jurisprudence du fuqaha du Souss qui a été fait sur an-nawazil, c'est-à-dire les événements et la réalité du Souss. Alors, c'est une interprétation de la amazir de la religion musulmane. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a toujours eu un conflit entre les fuqaha de Souss et ceux de Fès. Bien sûr. Pourquoi? Parce que les méthodes de voir les choses étaient différentes. La terre qui nous a donné son identité, il nous a aussi donné la capacité de lire et de relire notre histoire, de relire la religion, de relire les civilisations et d'être un peu humaniste, toujours humaniste, c'est-à-dire ouvert sur les acquis de l'humanité. Quelle est la place aujourd'hui du tifinagh, messieurs? Qui est la langue Le tifinagh, c'est l'alphabet ancien pour transcrire l'amazigh. Il a été décidé le 10 février 2003, après un long débat de 6 mois. Et l'IRCAM a fait 3 études scientifiques. L'Institut royal de la culture amazigh. L'Institut royal de la culture amazigh avait fait 3 études scientifiques sur les 3 alphabets, latin, arabe et tifinagh. Alors, il s'est avéré que pour transcrire l'amazigh en arabe ou en latin, il faut 8 à 12 changements. C'est-à-dire il faut changer les lettres. Alors que le tifinagh, c'est l'alphabet le plus fidèle qui transcrit exactement ce qu'on prononce. Même les phonèmes les plus difficiles, ils sont transcrits facilement en tifinagh. Donc, l'IRCAM avait proposé au roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, son avis qui a été demandé par le roi en 2002, la fin 2002. Il a proposé le tifinagh. Le roi a envoyé c'est-à-dire une lettre de félicitations au conseil d'administration de l'IRCAM, mais après avoir consulté aussi les chefs de partis politiques. Il ne faut pas l'oublier. Feu Zian Belfqih et Feu Mohamed Mou'tasim, ils ont invité les chefs de partis politiques pour leur dire voilà l'avis de l'IRCAM, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, de 33 partis, il y a eu 31 qui ont accepté le tifinagh, 2 partis ont fait l'opposition, ce sont les 2 partis conservateurs. Voilà. Donc c'est un alphabet millénaire. Cet alphabet aujourd'hui, est-ce qu'il a une place? Alors, il y a eu bien évidemment cette décision pour qu'il intègre le cursus scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il a réellement une place? Aujourd'hui, en 2023, vous parlez de 2003, 20 ans plus tard. Oui, mais absolument, laquelle? parce que c'est l'alphabet le plus facile que les enfants aujourd'hui apprennent à l'école marocaine, parce que c'est des dessins qui fascinent les enfants, et puis c'est pas compliqué. Et chaque lettre ne change pas selon sa place dans le mot. Elle reste la même. Alors qu'en arabe, par exemple, il y a les lettres changent. En latin, il y a le minuscule et le majuscule, etc. Mais on peut dire, il y a 2 études qui ont été faites, celle de l'IRCAM et celle du ministère de l'Éducation nationale, sur l'apprentissage du tifinagh, et c'était 2 études qui sont positives, c'est-à-dire qui montrent que les enfants sont attirés par ces dessins et par cet alphabet. Mais c'est un alphabet qui est millénaire, qui date de 4000 à 5000 ans, et que les archéologues considèrent comme l'alphabet de l'Afrique du Nord. Par rapport aux autres alphabets anciens, les hiéroglyphes de l'Égypte, l'araméen et tous les autres alphabets. Mais alors, donc il a sa place à l'école. D'ailleurs, qui ont disparu, parce que même. Mais il faut justement, il a sa place à l'école. C'est comme quand on enseigne le latin, on n'est pas obligé automatiquement de vraiment l'utiliser dans la vie de tous les jours, mais c'est un héritage. Rachid Boufous, peut-être une réaction par rapport au tifinagh et par rapport à l'héritage amazigh. Vous êtes architecte urbaniste, oui. Et nous aimerions bien nous abreuver de vos connaissances dans ce sens parce qu'aujourd'hui on parle d'habitat durable, d'habitat qui soit un peu facile quant aux exigences climatiques, etc. Mais que peut-on apprendre de cet héritage amazigh pour améliorer notre architecture, notre urbanisme? Écoutez, les Amazirs
au Maroc, ont pratiquement tout inventé en matière d'habitat parce qu'ils se sont acclimatés justement à la nature du sol, à la nature donc du climat. Les Qsor et Qasba sont le meilleur c'est-à-dire héritage de cela, où il fait très bon en été, il fait très chaud en hiver. Donc c'est venu justement de cette science architecturale des Amazirs. Ils ont aussi contribué à l'édification des médinas, parce que les premières médinas au Maroc ont été quand même bâties par des tribus amazirs et non par des tribus arabes, il faut le souligner. Et c'est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui le meilleur système urbain démocratique. Dans la Médina, le riche et le pauvre habitent dans la même rue. Vous ne pouvez pas distinguer la porte du riche de la porte du pauvre. Donc c'est à l'intérieur que se trouve la richesse. Cette démocratie, ce sont les Amazirs qui l'ont instaurée depuis des millénaires. À juste titre, c'est assez de parler tout à l'heure donc du droit coutumier. Aujourd'hui, et j'abonde dans son sens, beaucoup de choses ont été inventées dans cette société où l'humain est important. La démocratie même a été inventée dans ce système-là, où la jma'a, elle élit quelqu'un donc qui va être l'amrar, donc le chef de la tribu, et il ne peut être élu qu'une fois, c'est-à-dire il est chef pendant une année, donc c'est un vote. Donc les questions justement de statut personnel, il y a très très peu de polygamie dans les sociétés berbères, parce que la femme est très respectée dans la société. Quand on ne veut plus, est-ce que c'est une société matriarcale? C'est par respect justement pour la femme. L'importance de la femme dans la société amazigh est très importante. D'abord, c'est la mère, la femme, qui transmet la langue. Cette langue dont on parle, amazigh, il y a plusieurs dialectes. Il n'y a pas qu'un seul. Même si aujourd'hui, avec le tifinagh, on veut, c'est-à-dire codifier, unifier tous ces dialectes, toujours est-il que le rifin est différent du langage du Souss, différent du Tachlihit, etc. Et ce sont les mères qui transmettent, justement, cette civilisation berbère à leurs enfants. Moi-même, j'ai appris le berbère de chez ma maman, et parce que mon père me parlait en arabe. Mais ma mère a toujours refusé de me parler en arabe, elle me parlait en berbère. Et c'est comme ça que je le comprends. Je le comprends très très bien, et heureusement d'ailleurs pour moi. Maintenant, sur cette civilisation berbère aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous aujourd'hui, on vit au Maroc dans un système administratif usuel. On connaît le Mqaddam, le Cheikh, le Qaïd, le Bacha, le gouverneur, mais on ne sait pas comment tout cela est organisé. D'où est venue cette idée d'encadrement de la société de manière administrative? Elle vient encore une fois du droit coutumier berbère, des Ait Margad et des Ait Wariyagal, c'est-à-dire le système des Khams Khamas, où chaque responsable gère un cinquième c'est-à-dire le Mqaddam, il gère 200 familles, le Cheikh gère 5 fois 200 familles, ainsi de suite. Donc ce système de 5/5e a donné l'encadrement administratif du Maroc, où nous avons un gouverneur qui est à la tête d'une province qui gère à peu près 1 million ou 2 millions de personnes. C'est encore une fois ce système donc qui a été inspiré du droit coutumier donc des Amazirs. Donc nous avons une grande influence sur la marche de l'État à travers les âges, et on n'a jamais renié au Maroc ses apports amazirs pour bâtir la civilisation. Pour revenir à cette question de langue, qui est très très importante. Vous savez, la dynastie qui a arabisé le Maroc, ce ne sont pas les Omeyyades, ce sont les Almohades. Ce sont les Almohades qui vont ramener des tribus, qui est une tribu Msmouda, berbère, voilà, de la région de Marrakech, de Tinmel. Exact. C'est pour ça que je regardais avec beaucoup de... Et justement, c'est Yaqub al-Mansour, à partir de 1190, qui a ramené ces grandes tribus donc, du Mashraq, etc., pour lutter contre un grand royaume amazigh qui était là depuis 3 siècles et demi, qui est le royaume des Barghouata, donc qui allait de Oued Sbou, donc à Rabat, jusqu'à Oued Omarbia à Marrakech, avec comme capitale Anfa, Casablanca, donc qui a été bâti par Saleh ibn Tarif, le fils de Tarif qui a donné son nom à Tarifa, qui était l'un des adjoints de Tariq ibn Ziyad. Et ce royaume Barghouata, il est venu en réaction, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux exactions des chefs arabes. Ils ont créé leur propre royaume et ils ont même inventé leur propre religion
Salih Ben Tarif va rédiger un Coran en berbère qui possédait que 80 sourates. Enfin, et ça va durer 3 siècles et demi, et même les Almoravides, quand ils arrivent en 1047, n'arrivent pas à juguler justement ce royaume Barghouata, et ce ne sont que les Almohades qui vont totalement les décimer, qui est une dynastie berbère encore une fois, et qui va ramener des milliers de populations arabes du Mashraq pour coloniser un certain nombre de territoires, et c'est pour cela que les Doukala, qui étaient berbères, vont devenir arabes, et les Zaïr, qui étaient donc berbères, donc vont devenir arabes. Et c'est comme ça ce système de colonisation. D'ailleurs, Yaqub al-Mansour, l'Almohade, sur son lit de mort, en 1199, disait que je regrette 3 fois, c'est-à-dire trois choses dans mon règne: avoir libéré les otages de la bataille d'Alarcos en Espagne, avoir bâti Rabat, parce que ça a englouti tout le budget et puis d'avoir ramené les Arabes de Banu Hilal, de Banu Ma'aqil, du Mashriq. Donc, encore une fois, et quand on revient beaucoup plus tard chez Al-Mukhtar Soussi, qui est un grand savant du Souss, qui est la personnification de ces hommes de savoir et de religion qui ont vécu dans le Souss, qui existent et qui ont... D'ailleurs, les Fuqaha de Souss sont connus depuis 1200 ans. D'ailleurs, dans toutes les régions de l'Atlas et du Souss, on n'arrête pas de psalmodier le Coran tous les jours, depuis plus de 1000 ans. C'est quand même quelque chose d'important. Et Mukhtar Soussi écrivait justement ses prêches en berbère, mais en lettres latines. D'ailleurs, même le chef des Almohades, en 1130, Mehdi Ben Toumart, écrivait ses prêches en berbère avec les lettres arabes. Bon, maintenant on a fait le choix du Tifinagh. C'est assez dit qu'il y avait des études scientifiques. Certainement, ce sont des experts. Moi, je dis encore une fois, quel est l'avenir d'une langue dans une société? Qu'est-ce qu'elle peut véhiculer? Maintenant, si elle peut être le véhicule de la persévérance et la transmission de la culture et de la civilisation amazigh, tant mieux, mais elle sera certainement limitée si on la remet à côté de langues vivantes comme l'anglais, etc., dans la transmission du savoir, etc. Donc, parce qu'encore une fois, il y a des conflits de langues aujourd'hui. Les gens même se détournent même des langues latines comme le français, etc. Il y a des conflits même sur les langues, parce qu'on le voit, il y a des débats au Parlement, même si les débats du Parlement sont retransmis à la télé et à la radio avec une traduction en amazigh, mais il y a eu des débats même au Parlement vis-à-vis de l'utilisation finalement de la langue amazigh, voilà. Et la région, sous la coupole du Parlement. Est-ce que finalement ce n'est pas aussi, parce que vous avez parlé de l'avenir, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen, certes, de perpétuer cette tradition amazigh, puisque la langue en est un axe majeur, mais aussi de mettre en lumière les spécificités culturelles, socio-économiques de ces populations amazighes. Moi, je dis encore une fois, il faut qu'on aille de l'avant, parce qu'encore une fois, les principales revendications des populations amazighes, c'est pas d'avoir une langue, de pouvoir écrire leur langue. Leur langue, comme je vous ai dit, ils l'apprennent à travers leur maman. Donc c'est transmis. C'est plus une tradition orale, voilà, bien sûr. Moi-même, je l'ai appris de manière orale. Oui, nous tous. Donc, très bien. Maintenant, avoir une langue est très important pour une culture, pour une civilisation, pour qu'il y ait une communication avec les gens qui connaissent pas cette civilisation. Moi, sincèrement, j'ai un avis assez réservé sur le Tifinagh. J'aurais aimé que ça soit transmis à travers la langue de la religion, de l'islam, les lettres arabes, d'accord, plutôt que les lettres latines, mais j'apprends que c'est assez de me dire que c'était la meilleure solution. Moi, je note que c'est effectivement les enfants peut-être sont attirés par ces symboles qui sont beaucoup plus des dessins que des lettres, et c'est beaucoup plus facile à apprendre. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Parce qu'encore une fois, les principales revendications, il revient à ce que je voulais dire, des populations berbères. Et il faut quand même dire que les régions les plus pauvres du Maroc sont des régions berbères, que ce soit le Dra'at Filal, que ce soit Beni Mellal, Tadla. Selon les chiffres du HCP. HCP, et encore une fois, ce sont des gens qui réclament leur quote-part de développement.
n'ont pas besoin d'une quote-part de reconnaissance, enfin de la reconnaissance de leur civilisation. Elle est là depuis des millénaires. Bien sûr qu'il faut une reconnaissance à l'échelle nationale pour qu'on casse les plafonds de verre, pour qu'on leur permette d'accéder, d'avoir les mêmes chances que les Marocains. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, ils avaient cette difficulté, ils n'avaient comme possibilité dans la société marocaine que de rentrer dans l'armée ou d'être dans l'administration. Maintenant, aujourd'hui, on trouve des Amazirs partout, dans tous les secteurs. Ce qui peut donner quand même de l'espoir, c'est qu'on le voit aujourd'hui, qu'on parle de la région de Souss-Massa. Oui. De toute façon, là, on ne peut pas dire que c'est une des régions pauvres, c'est l'une des régions... Enfin, c'est le grenier, hein, d'ailleurs, Agadir, ça veut dire grenier, c'est le grenier du Maroc, c'est de là-bas où on exporte l'essentiel de nos fruits et légumes. Cela dit, il y a le Rif. Oui. Dans les mois à venir, va démarrer l'activité d'un des plus grands ports d'Afrique, celui de Nador. Donc on voit qu'il y a effectivement cet éveil, encore une fois. Alors il faut qu'on arrête avec le positionnement. Il faut qu'on arrête avec le positionnement géographique des régions, c'est-à-dire on investit quand une région offre des potentialités, qu'elle soit sur l'Atlantique ou qu'elle soit sur la Méditerranée. Peut-être c'est pour ça que les régions du Souss, elles sont dotées de terres fertiles. C'est peut-être pour ça qu'on y investit, et c'est tant mieux. Hein, ça fait aussi partie du Maroc. Mais je pense que dans des régions comme par exemple Draat-Safilel, qui au départ, dans l'ancien découpage régional, Ouarzazate était rattaché à Agadir et Rachidia était rattaché à Meknès, ce qui leur faisait énormément de bien parce qu'ils pouvaient justement avoir de l'activité qui allait dans leur sens de ces grandes métropoles régionales. Et puis un savant du ministère de l'Intérieur a cru bon de rassembler les pauvres entre eux, c'est-à-dire Tafilelt et Ouarzazate. Ils en ont fait un bloc totalement pauvre. Aujourd'hui, je dis, pourquoi on ne déclarerait pas zone franche cette région pour qu'on puisse y ramener l'investissement nécessaire, qu'on puisse leur ramener enfin le train, l'autoroute, on leur fait un dédoublement de voies, ce n'est pas suffisant. Il faut permettre à ces régions pauvres, qui sont aujourd'hui leurs habitants, qui sont les constructeurs dans les chantiers partout au Maroc, les ouvriers dans tous les chantiers au Maroc, ce sont les gens de Tafilelt et de Zagoura et de Ouarzazate. Moi, je dis encore une fois, permettre aux gens d'habiter dans leur région, de développer leur région, mais avec des incitations étatiques importantes. La prochaine décennie apparaît comme un âge d'or, selon vous, pour l'identité amazigh? Absolument. Vous savez, le statut des langues, il est lié aux politiques publiques, à la place à laquelle qu'on donne à une langue. La place qu'on donne à une langue, c'est tout d'abord de préciser sa fonction. Qu'est-ce qu'on veut de l'arabe? Qu'est-ce qu'on veut de l'amazigh? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de l'anglais? Tout à fait. Vous voyez? Donc les langues identitaires, c'est-à-dire l'amazigh et l'arabe, ce sont des langues identitaires. Il ne faut pas penser à en faire des missiles ou bien des centres nucléaires. Mais à travers ces deux langues, on va connaître notre histoire, on va être dans notre assiette, quoi, en tant que Marocain. Avec l'anglais, on peut aller loin dans la recherche scientifique, parce que c'est la langue de la recherche scientifique à travers le monde. On a toujours fait la liaison entre nos revendications culturelles, linguistiques et la revendication économique. Et on a considéré que la régionalisation élargie doit être appliquée tout en prenant en considération les structures socioculturelles de la région. C'est parce que c'est sa personnalité. Chaque région a une histoire, a une personnalité. Malheureusement, comme a dit c'est Rachid, jusqu'à nos jours, cette régionalisation n'est pas encore appliquée. Et on n'arrive pas à en tirer des acquis, jusqu'à nos jours. Et c'est pourquoi, donc, si on généralise l'amazigh dans l'enseignement, si on le généralise dans les médias, si on revisite l'histoire du Maroc, et si, c'est-à-dire, on essaie on met en place une politique de répartition des biens équilibrés, des biens symboliques et matériels en même temps, on va arriver finalement à un Maroc équilibré, développé, qui peut jouer un grand rôle sur le plan, c'est-à-dire régional, et aussi continental.
Aujourd'hui, on revient à notre africanité, Tout à fait. hein, les visites de Sa Majesté le Roi en Afrique, et puis toutes les politiques qui ont été mises en place, et puis les banques marocaines qui sont très actives en Afrique. Mais pour réussir tout ça, il faut réussir notre processus de démocratisation interne. Et parmi les éléments de cette démocratisation, il y a le culturel et le linguistique. Malheureusement, il y a un retard. Dans le chantier Amazigh, il y a un grand retard. Peut-être qu'avec la célébration il y a des engagements officielle qui n'ont pas été réalisés jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, mais je pense que cela devrait peut-être encourager les décideurs à activer justement et à accélérer le pas, notamment à travers cette officialisation de ce nouvel an Amazigh que nous venons de fêter donc ce week-end. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. C'est sûr qu'on aura d'autres occasions pour finir ce débat parce qu'il y a tellement de choses à dire. Avant de clore, il y a un message universel que la cérémonie du jour de l'an envoie à l'humanité. C'est celle de l'environnement. Comment préserver nos ressources naturelles. Parce que chez le Fellah Amazigh, il y a une grande sagesse de gestion des ressources naturelles. Pourvu qu'on revienne justement à ces connaissances ancestrales pour mieux appréhender demain. Merci Sir. Absolument, merci. Merci Rachid Boufous. Merci. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée à tous et très bonne année à tous.